Donc tout le monde savait. Et tout le monde a accepté d'être complice de ça, parce que ça fait du buzz, parce que ça fait des millions de vues, parce qu'il y avait un résistant qui était mis en prison. Il faut regarder qui vient aux obsèques de Mitterrand. Même la reine d'Angleterre n'a pas eu autant de monde à ses obsèques que François Mitterrand. Mitterrand était devenu véritablement le personnage le plus important d'une secte mondialisée. C'était pas Obama, c'était pas Clinton, c'était pas Biden, c'était pas Gates, c'était pas Soros, c'était Emmanuel Macron. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bertrand Scholler. Bonjour. Bonjour Kate. Alors Bertrand, je vais rappeler qui vous êtes. Vous êtes consultant en géopolitique et stratégie, ingénieur de formation. Vous avez entre autres exercé en tant que banquier avant de devenir propriétaire d'une galerie d'art. Merci d'être avec nous et surtout d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi. Je suis pas très souvent invité par des médias français de la dissidence, donc quand ça arrive, c'est la fête. Bon, bah très bien alors. Je suis ravie également. Ensemble, on va parler d'actualité internationale, d'actualité française. Mais tout d'abord, j'aimerais que l'on revienne sur un événement qui a marqué votre fin d'année 2024 et qui est finalement étroitement lié à une information qui défraie actuellement les réseaux sociaux et les médias alternatifs. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette garde à vue de 35 heures que vous avez subie suite à votre interpellation le 10 décembre dernier à votre domicile. Le motif invoqué, c'est le cyberharcèlement transphobe. C'est ce que j'ai lu dans la presse en tout cas. Un procès est prévu le 10 juillet 2025. 27-28 octobre. Ah, ça a été repoussé? Non, 10 juillet, c'était mise en état. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Alors au mois d'octobre, et alors le même jour que votre interpellation ont été arrêtés Aurélien Poisson-Atlan, qui est plus connu sous le pseudonyme de Zoé Sagan, on a un certain Jean-Luc M et Jean-Christophe D qui ont également été interpellés suite à une plainte déposée par Brigitte Macron. Pour quelle raison exactement ? Alors déjà, c'est très important ce que vous venez de dire. C'est pas une plainte contre X, parce que parfois sur les réseaux sociaux, c'est plainte contre X, pas au sens contre X, ex-Twitter, mais contre... Et à charge pour la police de démêler et trouver les gens qui sont à l'origine du harcèlement, parce que souvent il y a une personne qui initie les choses. Là, c'était une plainte ciblée avec des noms précis. Donc les policiers devaient mener une enquête suite à une plainte de Brigitte Macron qui a été prise à l'Élysée. C'est-à-dire que les policiers se sont déplacés à l'Élysée pour prendre la plainte qui était nommément vers un certain nombre de personnes. Et manifestement, il y avait déjà des éléments de dossier qui avaient été préparés. Alors on découvre, à ça je l'ignorais évidemment, que à l'Élysée, il y a une équipe avec un ancien préfet qui est également un ancien de la DGSE, donc c'est la Direction Générale des Services et l'Espionnage, qui est en charge de surveiller, entre guillemets, tout ce qui peut se passer sur les réseaux, les bruits, etc., concernant le couple Macron. C'est ce que Xavier Poussard a résumé en disant, finalement, l'Élysée est militarisé pour empêcher un certain nombre de bruits, de scandales, de complots de se propager. Moi, pour les gens qui me suivent, je m'intéresse pas du tout à ces choses-là. Les complots, les machins, sincèrement, je m'en fous. Sauf que moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et évidemment, la vérité et les complots, ça s'entrechoque. Je fais partie des personnes qui pensent, par exemple, qu'on n'est pas allé sur la Lune. Je pense qu'il y a des fusées, qu'elles volent, que la Terre est ronde. Tout ça, je pense, il n'y a aucun problème, qu'Elon Musk a véritablement le rêve d'aller sur Mars et que les Américains ont le projet, comme d'autres, un jour de réussir à aller sur la Lune. Mais avec des moyens qui n'ont rien à voir avec ceux d'époque, puisqu'à l'époque, ils étaient censés faire les calculs avec quelque chose de moins puissant qu'un iPhone d'aujourd'hui.
Bref, j'ai développé ça dans un certain nombre de vidéos, de lettres que les gens qui me suivent connaissent et ceux qui me découvrent auront peut-être la curiosité de regarder. Donc je crois à ça. Et il se trouve que j'ai entendu vers fin 2021, je pense, parler de cette affaire Brigitte Macron. Mais réellement, genre, les bras me sont tombés. Parce que autant la plupart des complots, il faut beaucoup de complicité. On peut pas faire l'assassinat de Kennedy et faire croire que c'est Lee Harvey Oswald sans avoir beaucoup de personnes impliquées, beaucoup de personnes qui ont été tuées parce qu'elles auraient pu parler, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus de morts qu'on l'imagine dans ces affaires, et peut-être un jour on verra la vérité, peut-être jamais. Mais une affaire aussi énorme de faux genre, mariage avec un étudiant qui avait 14 ans, enfin, et les milliers de choses étonnantes. Mais la différence d'âge, que je connaissais déjà, me paraissait déjà nettement suffisante pour s'intéresser à l'étrangeté de ce couple. Mais le côté genre, ça paraissait totalement farfelu, puisque tous les médias nous avaient expliqué en boucle qu'elle avait les plus belles jambes, le plus beau profil, que c'était la femme la plus élégante du monde. Et moi, je suis un peu comme tout le monde. Quand il y a cette espèce de musique de fond, bah, j'entends la musique de fond et enfin, je peux pas imaginer que tous les journalistes qui sont un peu dans l'intimité, dans le suivi, qui ont forcément recherché l'histoire de ce couple, n'ont pas creusé. Et là, je découvre qu'il y a un travail sérieux qui est fait, Natacha Ray, Xavier Poussard, d'autres personnes qui s'intéressent à ce dossier. Et il y en a des centaines de personnes qui se sont posé la question. Parce qu'on essaie de se dire qui est le premier. Bah, vraisemblablement, il y a des gens complètement inconnus, comme dans le Watergate, le mec qui faisait le ménage, qui ont fait exploser à l'insu de leur plein gré une affaire qui était peut-être pas celle qu'ils croyaient faire exploser. Alors je vais juste rappeler ce que le parquet, ce que cette plainte en fait vous reproche. Oui, j'allais y venir, mais moi je passe du temps à. je vais citer. Alors en fait, la plainte porte sur de nombreux propos malveillants portant sur le genre, la sexualité de Brigitte Macron, ainsi que la différence d'âge avec son conjoint, selon un angle l'assimilant à la pédophilie. Qu'est-ce qui a fait croire donc à Brigitte Macron, puisque la plainte vient de sa part, dans vos propos, qu'est-ce qui lui a laissé penser que justement vous portiez atteinte à la fois à son genre, à sa sexualité, et puis que vous assimiliez ça à de la pédophilie? Alors j'évoquais en fait qu'il y avait un dossier, donc dans mon cas il y a un dossier avec quelques tweets, et sauf que moi je ne suis pas un producteur d'infos sur ce sujet, donc c'était des retweets. Il y avait un retweet de Candace Owens, uniquement. Et on va en parler d'ailleurs, très bien. Un retweet de Xavier Poussard, et où lui m'avait même demandé de retweeter, parce qu'il avait une commission rogatoire, il avait été interrogé par les carabiniers, et le sujet, c'était pas tellement Brigitte Macron, c'était un tweet dans lequel il évoquait la connivence avec la famille Rothschild, avec un certain nombre de gens très puissants, et que c'était manifestement le sujet sur lequel on voulait l'interroger. Donc j'avais posé la question en disant, est-ce que, puisque c'était l'idée qu'il était antisémite, donc c'était le sujet qui était traité, et je soulevais cette question, mais dans lequel il y avait une illustration avec Brigitte Macron, mais qui n'était pas du tout désagréable. Il y avait la fameuse photo en maillot de bain où j'avais commenté quelqu'un qui avait mis cette photo, et il y avait quelqu'un qui avait détourné une photo qui pouvait faire penser à ça, mais qui était très éloignée, sans tête, et on voyait quelqu'un avec un petit maillot de bain bleu, mais c'était un homme, et un torse très poilu, mais une mise en scène qui pouvait ressembler à la fameuse photo qui a fait le tour du monde, où elle est les jambes écartées sur le bateau, et les gens se disent cette photo est très étonnante. Et moi j'avais juste dit bonne nuit, rien, c'est cette photo bonne nuit. Et comme
je vais dire tu l'as dit en introduction de ma présentation, depuis 10 ans, j'ai une galerie d'art contemporain. Donc, s'il y a quelqu'un auquel on ne doit pas expliquer qu'il faut ou pas interpréter une photo, c'est bien un galeriste dont c'est le métier. Les photos, elles parlent d'elles-mêmes. Les œuvres, elles parlent d'elles-mêmes. Éventuellement, elles ont un titre ou un commentaire, mais chacun s'en empare à sa manière. Quand tu regardes dans le métro, les gens qui vont sur TikTok, sur machin, ils font défiler, il y a une image qui les attire, ils regardent l'image, ils regardent très rarement le texte, et là, le texte, c'était « Bonne nuit ». Mais il y a quelque chose qui, semble-t-il, les a plus marqués dans mes tweets que cela. Donc celui-là, évidemment, moi j'ai juste dit bonne nuit, il y a cette photo. Après, eux ont vu le lien. Moi, j'ai juste dit bonne nuit avec une photo de quelqu'un qui est au bord de la mer. Mais c'était... donc tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux parce que je suis pas du tout quelqu'un qui m'intéresse à ce sujet, mais pas du tout, du tout. En revanche, et on a tous entendu Candace Owens dire, quand je m'empare de ce sujet, mais elle avait déjà dit à l'époque, il va y avoir des milliers de journalistes citoyens qui vont commencer à s'y intéresser sans avoir peur. Et à cette époque, il y avait eu Anison qui avait écrit un livre, et donc elle était allée enquêter sur le terrain, et elle avait toqué. Et je savais par Xavier Poussard, par d'autres, qu'il y avait des gens qui enquêtaient. Et il y avait les Gilets jaunes qui disaient, mais nous-mêmes, on pourrait très bien enquêter. Parce que moi, j'ai des contacts avec les Gilets jaunes. Si tu regardes, j'ai fait beaucoup d'interviews avec les Gilets jaunes constituants, avec Vincent Lemaquis, avec qui, avant qu'il commence à se détourner de la société pour aller se promener avec des ânes en France, loin des médias et loin de tout. On faisait des interviews. Et tous se disaient, on en a marre de ces affaires, on en a marre de ces mensonges, allons sur le terrain pour dire la vérité. Et j'avais dit, il semblerait qu'il y ait des gens qui ont envie d'aller enquêter sur le terrain à Amiens et au Touquet, mais qui est quelque chose que plein de gens disent et qui est une évidence, puisque même Anison a été payé pour aller enquêter. Et donc on me reproche ça. Donc, ça veut bien dire qu'on me reproche autre chose. Parce que tu as des personnes qui ont fait leur métier de parler de ça. Tu as des personnes qui n'existent sur Internet que parce qu'ils parlent en boucle de ça. Alors, on va y revenir. Moi, j'ai parlé du Covid, j'ai parlé de la Russie, j'ai parlé du climat, du pétrole, de l'énergie, j'ai parlé de Gaza, j'ai parlé de Trump, de l'élection d'Elon Musk. Enfin, moi, c'est ça les sujets qui m'intéressent. À la limite, la France est anecdotique pour moi, à part à cause de ce couple très particulier et d'une analyse pour laquelle je suis un peu connu du portrait officiel d'Emmanuel Macron, qui m'a véritablement donné des impressions bizarres et parce que il se présente comme l'antéchrist, je balance tout de suite, et tout ça avec ces petites phrases, la bête de l'événement, les faux lapsus, il faut mieux détruire pour pouvoir bien reconstruire, les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques, l'incendie de Notre-Dame, la réinvention de Notre-Dame et les cérémonies, parce qu'il a fait 2 cérémonies pour Notre-Dame, etc., etc. Enfin, son rôle très particulier, son voyage de noces avec Lula. C'est pas moi qui le dis, c'était les médias qui disaient waouh, ils ont l'air tellement proches qu'on dirait un voyage de noces. Et la même chose avec Modi, où ils se font des câlins, des machins, et avec Zelensky. Enfin, c'est quoi ce président qui touche tout le monde, qui fait une photo officielle de lui, un portrait officiel de lui extrêmement bizarre, qui met des tapis bizarres à l'Élysée, qui met toutes ces choses-là, des livres bizarres sur sa photo. Et alors bon, aujourd'hui les gens découvrent 2 ans après parce que Candace Owens en parle et je suis ravi. Mais moi, mon métier, c'est d'analyser les images, d'écouter les gens et d'analyser l'image. Enfin, avant, j'étais, comme tu as dit, banquier, consultant, créateur d'entreprise, etc. Mais aujourd'hui, je suis un galeriste d'art contemporain. Je dois être le premier galeriste d'art contemporain au monde à être mis en garde à vue
pour avoir osé débattre de photos publiques. Alors, je vais rappeler justement, alors vous me lancez sur le sujet, je vais quand même rappeler que à l'époque, vous étiez quand même assez reconnu en tant que galeriste. Vous avez eu même des articles dans la presse. En 2017, par exemple, il y a eu un article vous encensant dans Paris Match, une journaliste, Caroline Schwab, bien sûr, ça, qui était venue assister à un des dîners, parce que à l'époque, vous organisiez des dîners dans votre galerie pour échanger, et elle était venue, elle avait l'air mais ravie, elle parle de vous comme vraiment le galeriste du moment. Je me souviens même plus du titre, c'était au 55 Bellechasse, la route qui mène, la route vers les neurones, ou je sais plus, c'était une route vers les neurones, c'est ça, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un dîner on avait l'impression que c'était le dîner à où il fallait être pas de dans place to be. Voilà. Donc du coup, vous étiez le galeriste du moment, le galeriste en vogue, et aujourd'hui vous êtes complotiste. Mais je suis là exactement la même personne, parce que en réalité, on parle beaucoup de la galerie, des gens qui étaient associés dans cette galerie, etc. Et il y a plein de personnes qui essayent, tu sais, un peu comme avec un taureau, de montrer un foulard rouge et dire, regarde, il était dans Paris Match, il était avec Jacques Attali, il était ceci, il était cela. Le truc, c'est que petit 1, oui, j'étais, peut-être c'est une question suivante, je brise le truc, mais oui, dans mes cofondateurs, j'ai des gens qui étaient connus. Et quand on lance une galerie, on le fait au service d'artistes, etc. Et donc, si on peut avoir des personnes connues qui aident au succès, c'est qui ferait l'inverse. Puisque moi, en fait, exactement comme aujourd'hui dans mon activité de média, je suis complètement libre. Et j'étais complètement libre dans la galerie. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2014 ? En 2014, il y a une guerre à Gaza. Parce que là, la guerre qui a démarré en 2023, c'est pas la première. C'est la 6e en 18 ans. Et celle-là, elle est pire, puisqu'elle est affublée d'une étiquette vraisemblablement exacte de génocide. Et le Premier ministre israélien est recherché par la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Donc, je m'exprime beaucoup sur cet épisode, mais en 2014 également. Et en 2014, j'ai fait des expositions dans ma galerie pour montrer la souffrance des Palestiniens, avec des tableaux qui montraient ça. Parce qu'en fait, à l'époque, je présentais des artistes qui exprimaient ces choses-là. J'en avais qui parlaient de la liberté, de la féminité, de l'homosexualité, des génocides, du racisme. Parce qu'en fait, une galerie d'art, à toutes les époques, avant notre époque aujourd'hui, c'était un média, un endroit où on essaie d'élever les gens. Et c'était ça ma stratégie. Donc j'avais des gens très différents, mais c'était moi le boss, c'était moi qui faisais les choses. J'étais, et je suis toujours, le propriétaire de cette galerie. Donc, quand les gens disent « mais il est avec machin, c'est le diable », non, parce que machin, j'étais tellement libre qu'en fait, ils sont partis de la galerie. Ils sont tous partis. Parce qu'en fait, j'étais pas un galeriste qui allait faire ce que font les autres galeristes, de l'art comme produit financier. J'étais un galeriste qui s'intéressait à l'art et au message de l'art. De la même manière qu'en tant que journaliste citoyen, ce qui m'intéresse, c'est pas de devenir plus gros que CNews ou de leur ressembler ou machin. Ce qui m'intéresse, c'est de bien faire ce que je fais avec les informations qui sont accessibles, sans en fabriquer, sans mentir, etc. Et donc, parfois, je suis surpris. Je me dis, mais les gens, ils devraient trouver génial ce parcours. Mais non, en fait, ils sont tellement habitués à réagir de façon pavlovienne. C'est-à-dire, on leur montre une image. Tu sais, à chaque fois qu'ils voient une image, on leur dit méchant, méchant, méchant. Et on leur montre une image et ils disent méchant au lieu de se dire c'est bizarre, ça colle pas du tout avec l'impression que j'ai. Et commencer à se poser des questions. Tu sais, c'est comme on voit cette image où tu as quelqu'un qui poursuit quelqu'un d'autre avec un couteau et tu as l'impression que celui qui a le couteau, il est méchant. Parce qu'en fait, l'angle, ça donne cette impression. Puis quand tu regardes en grand, tu te rends compte que c'est pas un couteau qu'il a entre les mains, c'est en réalité son pied, il est en train de fuir quelqu'un qui a un fusil. Mais tu vois, avec la manière avec laquelle tu as mis l'angle de la caméra,
Tu dis l'inverse de ce qu'est la réalité de la scène. Attention, c'est un argument que Brigitte Macron pourrait utiliser. Hein. Non, mais elle peut manipulation des images, mauvaise interprétation. Mais elle peut utiliser tout ce qu'elle veut. De toute façon, c'est disproportionné ce qui se passe. C'est disproportionné. Qu'est-ce que vous risquez dans cette plainte qu'elle a? Beaucoup de choses. C'est vraiment très risqué. Mais juste pour rappeler quand même, au cours des derniers jours, il y a eu une couverture de Paris Match. Paris Match, c'est pas n'importe quoi. Avec une photo de Brigitte Macron qui a l'air d'avoir 45 ans. Non mais, c'est magnifique. C'est le portrait de Dorian Gray. C'est-à-dire qu'elle rajeunit. Plus les années passent, plus elle est jeune. Et d'ailleurs... Sur les photos. Non mais, nous on voit les photos. Moi je l'ai jamais vue en vrai. J'ai jamais croisé en vrai. Et je vous dirai pas ce que les gens qui la croisent en vrai disent. Les photos. Et le titre c'est « La guerrière ». Elle va rendre coup pour coup. Non mais d'abord, Paris Match, il y a que 4 personnes qui sont incriminées. Donc, où est notre droit de parole? Parce que l'article, il est à charge contre nous. C'est-à-dire que le procès, il a déjà commencé dans la presse, mais pas que dans Paris Match. Donc Paris Match, couverture, la peau, elle a attaqué, mais c'est une guerrière, elle va rendre coup pour coup. Charlie fait un article à charge, les horribles, transphobes, machin, connectés à des trucs fascistes, sans doute antisémites, etc. Donc déjà, point Goldwyn, avant même d'avoir eu le temps de dire ouf. Et tous les magazines. Mais ça, c'est pour les grands magazines, Conspi, etc., etc. Tous, hein, Libération, tous. Mais chez les complotistes, hein, entre guillemets, les résistants que j'appelle Scooby-Doo ou marchands du temple ou ce que tu veux. T'en as qui ont commencé à dire « Non, mais il n'y a jamais eu de garde à vue, c'est une invention pour leur donner du crédit dans la résistance. » Donc ça, c'est la première thèse. Elle n'a pas tenu longtemps parce que le parquet a donné les noms des personnes qui étaient en garde à vue, mais il y en a qui ont osé. Il y en a qui ont osé dire que ça n'existait pas. Non, je t'assure. Mais pas un ou deux et pas des petits comptes. Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit, de toute façon, ils ont été choisis parce que c'est des pauvres mecs, c'est des connards, ils sont utilisés pour décrédibiliser ce dossier. Et alors ça a fait foison. C'est des mecs aussi odieux que Éric Vérac, par exemple, qui raconte ça. Je devrais pas lui faire de la pub, parce que c'est vraiment une crapule, mais je résiste pas à l'envie de dire aux gens, intéressez-vous à ce personnage ou désintéressez-vous de lui si vous l'aimez bien, parce que réellement, alors il est drôle, hein, parce que moi je le lis jamais, mais il y a des gens, malheureusement j'ai des gens qui me lisent et qui de temps en temps ont la curiosité de regarder ce qu'il écrit. Donc non seulement il écrit ça, donc il ose faire une espèce de galipette intellectuel dont il est le seul à avoir l'indignité, le seul au monde, parce qu'en fait, sous ses airs d'être intelligent, un personnage vraiment obscur, et qui a mis son intelligence au service de traire, entre guillemets, les personnes qui le suivent, et de traire aussi les stagiaires, etc., les gens qui bossent pour lui. Mais, je suis désolé, hein, je pourrais le faire avec d'autres, mais... Bon, on n'est pas là pour faire un déballage. Non, mais c'est important. Oui. Parce que ça a un impact, entre guillemets. Parce qu'en fait, nos paroles, nos propos, ils ont un impact. Et quand tu diffames quelqu'un, et que derrière tu dis Scholler qui vendait des tableaux à des oligarques et des machins, etc., 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 en fait, tu diffuses une petite musique évidemment fausse. J'ai jamais vendu le moins de tableaux à un oligarque, malheureusement. J'aurais adoré, mais ça n'est jamais arrivé. D'aucun pays, d'ailleurs. J'ai vendu des tableaux pas très chers par rapport à ce dont on entend à la télé, et ça m'a jamais nourri. Ça m'a jamais fait gagner ma vie. Je gagnais ma vie en faisant du conseil ou d'autres choses, mais la galerie, en fait, c'est un gouffre financier. Une galerie, ça ne rapporte pas d'argent, sauf si on fait ça pour vendre des produits financiers, ce qui n'était pas mon cas. Donc, je sais pas si ça méritait 2 secondes, mais de temps en temps, si tu veux,
Le problème, c'est pas l'absence de solidarité. Je demande la solidarité de personne. De personne. Surtout pas de quelqu'un qui a fait croire qu'il avait été mis en garde à vue pour l'affaire Macron, alors qu'il y était, comme on a pu le lire dans le courrier Picard, parce qu'il était en ébriété et qu'il faisait des signes nazis et des insultes à des chefs de gare et des employés de la SNCF. Et d'ailleurs, il a été mis surtout en cellule pour dégrisement et il a été condamné. Et pas du tout, ça n'avait rien à voir. Et bref. Non mais, parce que c'est important, c'est tous ces petits mensonges qui restent comme ça, sans que personne le dise. Ah non, mais tu vois, il faut pas le dire, ok, c'est pas bien, mais tu comprends, il est résistant, il fait des bonnes choses par ailleurs. Non, 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 non. Après, ces propos-là n'engagent que vous, et on pourrait prendre ça pour de la méchanceté gratuite aussi. On pourrait dire que mais ce sont des accusations gratuites. Ça me fait de la peine de dire ça, parce qu'en réalité, ça devrait pas être à moi de le dire. Ça devrait être aux personnes concernées ou aux personnes qui ont fait du buzz en sachant que c'était un mensonge. Parce que tout le monde savait que c'était faux dès le lendemain. Tout le monde savait. Il y avait personne qui en doutait. Mais tout le monde en a profité pour faire un buzz parce qu'il y avait un livre à vendre, parce qu'il y avait un buzz à faire autour de, soi-disant, le fait qu'il était en prison à cause d'une lettre qu'il aurait écrite le samedi. Comment est-ce qu'une lettre publiée le samedi pouvait l'amener en prison le dimanche? Enfin, c'est très mal connaître le fonctionnement de la justice. Il faut des semaines d'enquête, etc. On n'est pas encore totalement une république bananière. On approche, mais on n'est pas totalement. Donc tout le monde savait. Et tout le monde a accepté d'être complice de ça, parce que ça fait du buzz, parce que ça fait des millions de vues, parce qu'il y avait un résistant qui était mis en prison. Et tu vois, moi, j'étais dans les premiers, quand j'ai appris qu'il était en garde à vue, à dire c'est terrible, il est en garde à vue. Et dans la soirée, on m'a dit quelle était la réalité. J'ai eu des informations, et qui venaient d'autres journalistes et d'autres personnes, voire même des gens très proches d'Éric Vérag. Et donc, le lendemain matin, franchement, j'avais honte. Je me suis dit, mais je participe à un mensonge. Je participe à un mensonge. Il n'est pas en prison dans le cadre d'un combat pour la liberté d'expression, ça n'a rien à voir. Et donc, j'ai dit, je me suis trompé, je regrette d'avoir fait ce tweet, c'est pas la vérité. Mais j'ai rien dit d'autre. Et alors, je me suis pris avec un autodafé de plus sur le dos. C'est-à-dire qu'après, depuis, dans tous les dîners, partout où il va, Éric et toute sa petite tribu disent le plus grand mal de moi. Mais il n'est pas seul, parce que tous les autres que je dénonce pour leur crapulerie font la même chose. Mais franchement, je vais pas changer. Si tu veux, du monde dans lequel je viens, et que j'ai quitté pour participer à dire la vérité, je vais pas être un acteur de mensonges avec des petits rigolos. Enfin, franchement. Moi, et il faudrait que je sois fou, quoi. Pouvoir quitter le monde dans lequel j'étais pour me battre avec les gens qui sont censés se battre pour la vérité et trouver un marécage inimaginable et faire preuve de compassion avec ce marécage parce qu'il faut pas en parler. Je suis pas la bonne personne. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire là, Bertrand? C'est que je suis chez vous. Que finalement, ce petit monde-là de médias alternatifs ou de causes dissidentes serait une belle fumisterie? En grande partie, ouais. Écoute, Kate, je suis chez vous et tu vois, au début de l'année, vous avez fait une demande d'aide. Oui, on est en pleine cagnotte, effectivement. Et j'ai partagé votre demande. Merci. Pas parce que j'avais l'intention d'être invité ou n'importe, parce qu'en réalité... On avait déjà calé, je crois, en plus. Non, mais tout ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi, maintenant, je vis ça comme un pèlerinage, tu vois, et j'ai joint le geste à la parole en vraiment faisant un pèlerinage. Donc, ça m'intéresse pas, les copinages, machin. Réellement, je m'en fous. Je préfère, tu vois, dire ça et tu dis non mais nous ça nous intéresse, ça va être gênant pour nous de dire ça, tu vois, on est plutôt à essayer d'arrondir les angles. Non, je dis les choses comme je les pense sur les sujets qui me paraissent intéressants. Donc oui, c'est le cas. Moi, je suis là, on a parlé une demi-heure avant la prise de parole.
Oui, c'est un peu le concept, effectivement, avant qu'on lance l'enregistrement. C'est vrai que j'aime bien prendre le temps de discuter avec les invités. Et tu vois, vous faites partie des médias où j'aime parce que vous êtes courageux sur tous les sujets. Vous n'avez pas peur d'inviter les personnes les plus clivantes possibles. Et pas pour faire du buzz, parce que ces personnes clivantes, elles ont des choses intéressantes à dire qu'on a rarement l'occasion d'entendre. Vous le faites. Et avec une grosse audience fidèle, vous allez toucher également des jeunes, ce qui est assez rare dans la dissidence. Il y a très peu de médias qui réussissent à toucher des gens jeunes. En général, il y a plutôt un ciblage différent par les médias dissidents pour d'autres raisons. Vous essayez vraiment d'aller toucher les personnes qui sinon sont plutôt uniquement sur TikTok, etc., en les invitant. Et vous galérez. Voilà, vous essayez pas d'avoir 16 000 € par mois en plus pour recruter des stagiaires comme Toxin, mais qui après avoir demandé je sais pas combien pour recruter Berkoff, et après avoir demandé je sais pas combien pour... Vous n'êtes pas sur un modèle où vous voulez devenir des géants, vous voulez juste pouvoir faire votre boulot correctement. Mais ici, parce que vous faites attention à vos dépenses, moi je peux dire, et c'est pas chauffé. Vous avez une équipe quasiment pourtant j'ai allumé le bénévole. chauffage. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On sent bien que vous faites attention à chaque dépense parce que vous savez que les gens auxquels vous parlez, ils sont eux-mêmes en galère et vous n'allez pas leur mettre la corde au cou en leur disant, bah voilà, tu vas t'engager sur 1 an ou 2 ans à me donner 50 balles parce que je te fournis ta drogue quotidienne chaque matin. À la fin de l'année, tu n'auras toujours rien compris à rien. Et d'ailleurs, je m'en assure, parce que si tu te mettais à comprendre les choses, t'arrêterais de me regarder et tu regarderais le média et t'écouterais Bertrand Scholler et t'arrêterais d'écouter notre litanie quotidienne, inviter les mêmes que sur tous les médias, etc., etc., pour faire exactement la même chose que font BFM, LCI, CNews, etc. Parce qu'à la fin, c'est le rêve de tous ces gens-là, de monter dans ces boîtes-là, voire même d'être achetés peut-être pour devenir là une filiale avec des émissions sur Internet pour trouver un autre public. Parce que le métier qu'on fait, on peut le faire comme un job pour être nourri, mais comme on serait banquier, machin, etc., ou de façon altruiste, en espérant survivre en le faisant. Ce qui est manifestement votre cas. Et je dis aux gens, aidez-les. Je leur dis même pas pour moi, aidez le média 442 parce que ils méritent. Et si vous les aidez, eux, ils veulent pas plus grand. Ils veulent éviter d'aller dans plus petit. Alors qu'ils ont de plus en plus de succès. Donc, j'insiste. Enfin, demandez... Alors, c'était vraiment pas prévu. Je vous assure que cet entretien prend une autre tournure. C'était vraiment pas prévu. Merci Bertrand, parce que bon, on se connaît pas tant que ça finalement. Et c'est vrai. Alors, je peux pas vous contredire parce que ce que vous êtes en train de dire, effectivement, c'est une réalité. On est vraiment un média totalement indépendant, ce que peut-être ne se rendent pas compte les spectateurs qui nous suivent, mais on a tout donné dans cette aventure. On a réellement tout donné. On a donné notre âme, notre cœur, et ça, c'est quelque chose qui fait quand même plaisir parce que certains nous le rendent bien. Voilà, beaucoup nous le rendent justement, comprennent qu'on agit avec notre cœur, qu'on fait ce métier aussi par passion et pour une cause commune et sincère. Donc, merci parce que ça me touche. Après, que voulez-vous que je vous dise? C'est si on veut progresser en tant que média alternatif, on ne peut pas le faire sur les mêmes sillages que tous ceux qui ont échoué. Évidemment, les gens qui ont créé d'autres chaînes d'information, ils avaient des rêves, et puis c'est devenu grand, et puis ils se sont retrouvés entre les mains de milliardaires, et puis de journalistes qui avaient des grosses primes, des envies de cigares, des envies de vacances, des envies de machin, etc. Et tout ça, ça devient une espèce de télé-poubelle, avec un nivellement par le bas, avec des informations
voilà, qui sont très orientés politiquement, parce que parfois le monde politique a une grande influence aussi dans les médias en question. Aujourd'hui, il se passe quelque chose aux États-Unis qui est vraiment passionnant. On a eu une première étape qui aurait dû inspirer tout le monde, c'est que Elon Musk est arrivé chez Twitter et il a viré, je sais plus, 70 ou 90% des personnes. Et les gens étaient hallucinés qu'après, non seulement ça continuait à fonctionner, mais ça fonctionnait mieux et ça a permis de survivre quand tous les médias qui donnaient de l'argent en échange du DEI, en échange de la censure, en échange de machin, sont partis. C'est-à-dire que quand t'es petit, quand t'as pas tellement de coûts, t'es pas obligé de Monseigneur, continuez à me donner les pubs McDonald's, les pubs General Motors, les pubs AT&T, etc. Tu peux te passer de ces gens-là s'ils te font chanter, s'ils te disent « Ok, on va continuer à vous donner les pubs, mais interdiction de parler de Gaza, interdiction de parler climat, interdiction de parler en mal du wokisme. » Parce que c'est exactement ce qui se passait. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'ils n'ont pas obtenu, parce que tout ça est contrôlé par les grands groupes, et puis tu as USAID, on découvre maintenant que USAID est partie prenante du financement de 6200 journalistes, et on va sans doute en découvrir d'autres. Et ben c'est la loi. Donc ils créent une loi pour dire, il faut que vous soyez proactif. Proactif, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, c'est... il faut mettre en prison quelqu'un avant même qu'il imagine qu'il va pouvoir faire un crime. Donc en fait, il faut que les algorithmes voient quelqu'un qui pourrait avoir tendance un jour à devenir quelqu'un de dangereux ou qui dirait des choses qui sont mal. Alors évidemment, ça paraît bizarre à écouter, mais c'est exactement ce que sont censés faire les algorithmes dans le cadre des demandes de l'Europe. C'est-à-dire de réagir quasiment en temps réel pour suspendre un compte. Mais comment ça se passe en réalité? Ça se passe que tu peux avoir des centaines de personnes qui attaquent quelqu'un au même moment et les algorithmes d'intelligence artificielle ne voient rien de mal dans ce que dit la personne. Mais comme il est attaqué massivement, compte tenu des règles et des accords avec l'Europe, le compte va être mis en suspension le temps d'un audit qui est fait par les filiales, qui est fait par... et donc ça peut prendre des semaines ou des mois. Et donc même si ça prend que quelques jours, le compte il est démonétisé. Parce qu'en fait, sur Internet, quand tu disparais une semaine, un mois ou 2 mois, tous tes algorithmes sont à plat, puisque plus personne ne cherche à te regarder, donc par rapport aux algorithmes. Et donc ils ont débranché des dissidents. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu as même des sites Internet qui existent, publics, dans laquelle ils décident qui va être attaqué, et il y a des gens qui s'inscrivent pour attaquer la personne à cette heure-là. Ils reçoivent une alerte. Allez, maintenant tu vas aller dire je me sens harcelé par ce compte, ou je me sens diffamé, ou je me sens blessé, ou j'ai l'impression que je ressens de la haine. On en revient à la liberté d'expression, et nous aussi on en a été victimes, parce que lorsqu'on a fait les émissions avec Dieudonné et Alain Soral, on a été victime justement d'attaques massives en fait sur, je sais plus si c'était le 2e ou le 3, je crois que c'était le 3e numéro, je ne sais plus, ou le 2e, et on a reçu une attaque mais massive vraiment pour que la vidéo saute. Alors on n'a pas été banni de YouTube, mais la vidéo a été clairement supprimée. Et Kate, toutes les vidéos qui sont postées sur d'autres chaînes que la mienne, parce que sur la mienne ça sert à rien parce que les gens me connaissent, donc ils sont pas tellement influencés par des commentaires qu'il y aurait. Et puis les algorithmes de YouTube font que elle n'est pas visible nettement ailleurs, parce que mon nom qui est le nom de ma chaîne, si tu demandes sur Google, t'arrives en 6e page. Donc avant, mais non mais c'est dingue. Mais quand je fais une émission chez quelqu'un, par exemple, je fais régulièrement des émissions au Québec. Au début, les premières émissions, l'organisateur, il était incendié d'emails. Non, mais tu peux pas prendre lui, c'est horrible, etc. Des gens qui connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. Et parfois, juste quand l'émission est mise en ligne, t'as tout de suite 10 ou 15 commentaires hyper négatifs. Parce que t'as beaucoup de gens qui savent pas quelle émission regarder. Donc, ils voient qu'il y a une émission, ils regardent s'il y a déjà des commentaires.
si les commentaires sont négatifs, ils se disent non mais je vais pas m'emmerder à regarder. Les commentaires sont déjà unanimes pour dire que c'est de la merde, que le mec est fou. J'ai entendu ça vaguement à droite à gauche, donc j'ai pas regardé. Et donc en fait, tu crées en fait comme une cloche sur quelqu'un qui va pas être vu. Donc par exemple, quelqu'un comme Soral, il est radioactif. Donc tu as énormément de personnes qui adorent l'écouter discrètement, sans dire qu'ils l'écoutent, mais qui vont surtout pas le retweeter, qui vont surtout pas propager. Et puis ceux qui osent le faire, en général, c'est parce qu'ils ont peur de rien et qui sont catalogués. Et donc, tu as plein de choses comme ça. Et le système, en fait, avec les lois, avec les algorithmes, avec les fact-checkers, avec ce que je dénonçais tout à l'heure, les gens qui font courir des bruits dans les dîners en ville ou dans leurs articles, parce que c'est pas du tout une revanche. T'as bien compris ce que j'ai dit. En réalité, je m'en fiche. J'ai rien contre. C'est que ça me fait de la peine, en fait, pour tous les gens qui croient à ça et qui se rendent pas compte qu'en fait, ils deviennent, au lieu d'avoir un courrier des lecteurs en disant mais vous êtes indigne d'écrire ça, moi j'en ai marre parce que je pense pas que c'est la vérité, pourquoi vous colportez ces petits trucs de nuisance. En fait, c'est pour démonétiser quelqu'un qui pourrait dire la vérité, en fait. Et c'est exactement ce que fait l'État. C'est-à-dire que quand tu as des gens qui s'attaquent à des vrais dossiers, eh ben ils vont être attaqués, comme l'a très bien expliqué Candace Owens, sur des trucs qui n'ont rien à voir. Natacha Ray, elle a été condamnée sur un sujet qui n'a rien à voir avec Brigitte Macron et... Alors justement, ce qui interpelle aussi, c'est Candace Owens qui vient de lancer donc sa longue série là sur le Becoming Brigitte. Elle n'est pas attaquée, en tout cas elle reçoit des courriers, mais j'ai entendu un avocat justement, alors sur Toxin vous l'avez cité tout à l'heure, mais j'entendais un avocat qui doutait en fait de la provenance, que ce soit un réel courrier venant des avocats du couple Macron envoyé à l'équipe de Candace Owens. Il doutait de ça, voilà, il doutait de l'origine et de la... Ouais, il doutait de ces courriers. Bon, à voir, je ne sais pas. En tout cas, il a soulevé quand même un problème. Mais Candace est en train de reprendre effectivement le dossier à la fois de Natacha Ray, le dossier de Xavier Poussard et de tous les autres. Vous nous dites qui étaient finalement nombreux à avoir à s'être penchés sur ce dossier. Ah, mais vous avez dit des anonymes en fait. En réalité, des anonymes. Alors. Elle a l'air de pas être inquiète. Xavier Poussard aussi dans ce dossier-là, parce qu'à plusieurs reprises, elle l'interpelle. Elle dit mais pourquoi vous ne vous attaquez pas à Xavier Poussard? Pour quelle raison? Elle l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est un véritable silence radio de la part du couple Macron. Je voudrais juste lire deux phrases, ou un peu plus, un petit paragraphe que vous avez écrit sur votre blog dans un article qui date du 1er février, donc qui est assez récent. Et puis après, je vous laisse réagir. Je vous cite. Dans ce chaos savamment orchestré, un duo échappe curieusement à l'attention générale. Emmanuel Macron et Brigitte. Et pourtant, leur binôme intrigue, inquiète même, tant ils semblent se fondre dans les rouages les plus troubles du pouvoir mondial. Ensemble, ils incarnent une anomalie politique, une énigme dont l'ampleur dépasse largement les frontières de la France. Mais c'est vrai. Kate, cette affaire, elle devrait être débloquée en 5 minutes. Terminée. Circuler, il n'y a rien à voir. Aux États-Unis, le parjure, c'est un crime grave. Et donc, Candace Owens, elle pose 20 questions, dont la plupart peuvent être répondues par oui ou par non, sous serment, etc. Et elle dit, moi, dès que vous répondez aux questions, l'affaire s'arrête. J'arrête ma série. Puisqu'en fait, ok, c'était des coïncidences multiples. Des indices concordants multiples. Ce qui peut faire une preuve en droit. Les indices multiples peuvent, dans l'esprit d'un juge, créer la culpabilité de quelqu'un ou la certitude concernant un fait. C'est-à-dire,
que ça éloigne le doute raisonnable. C'est-à-dire, si tu as tellement d'indices, le doute raisonnable n'existe plus. Tu vois, je suis pas Colombo, mais tout le monde comprend que, tu vois, on peut pas gagner au loto. C'est-à-dire, tous les indices disent que la vérité n'est pas ce qu'on nous raconte. Donner un seul indice qui nous dise l'inverse, mais un indice probant. Et ce que dit Candace, c'est que elle tend des perches sur des indices probants et il n'y a pas de réponse. Au contraire, il y a d'autres attaques et d'autres allusions à des choses et un amalgame sur en transphobe, machin, ceci, cela. Alors, l'avocat qui parlait chez Toxins, c'est un bon ami. Il s'appelle Alexandre Cugnache. Et je pense que ce qu'il veut dire, mais je suis pas à sa place, c'est que en tant qu'avocat, ça lui semble tellement aberrant comme manière d'agir qu'il ne peut pas imaginer qu'un grand avocat bosse comme ça. Mais le problème, c'est que ça nous paraît aberrant quand on fonctionne comme des gens qui sont intéressés par le bon sens et la vérité. Mais quand t'es pas intéressé par le bon sens et la vérité, et que tu connais les lois et la manière avec laquelle tu vas pouvoir les utiliser, la manière avec laquelle ces lettres sont faites à l'encontre de Candice sont très astucieuses pour construire un dossier de harcèlement, de transphobie, de ceci, cela. Parce qu'en réalité, eux, ils savent dans quelle case d'une procédure pénale ils vont mettre ça. Moi, quand mes tweets sont sélectionnés pour quelqu'un qui a du bon sens, qui est très rigoureux, etc., il va dire « Oh là là, mais c'est rien du tout, ton truc, t'inquiète pas. » Mais quelqu'un qui est un avocat, pénaliste, paranoïaque, qui connaît toutes les ficelles du truc, il va te dire « Putain, c'est... ils ont passé beaucoup de temps pour coudre cette tenue à partir de rien, qui peut s'arriver extraordinairement forte dans un tribunal, parce que en réalité, en éclairant ça de cette manière et de cette manière, il pourrait aboutir à quelque chose qui aboutirait à ta condamnation pour harcèlement. Et sachant que l'idée, c'est de dire, tout ça est fait en bonne organisée, les personnes se coordonner, etc., etc. Et là, d'un seul coup, c'était la question de Candace Owens. Pourquoi les personnes les plus importantes de ça ne sont pas inquiétées? Il y a des gens qui sont très fiers d'être des brigittologues, d'être des experts du sujet, et pour lesquels 90% de leurs tweets sont sur ce sujet. Pourquoi moi, qui parle de ça une fois ou deux par an, peut-être pas parce que c'est pas important, mais parce que c'est véritablement tout petit par rapport à cette phrase que tu lisais sur le rôle très particulier de la France. Moi, ce qui me perturbe, c'est que on a un président français qui a réuni tous les présidents européens en mars 2022 à Versailles pour leur dire on va être unis contre Vladimir Poutine. Pour moi, ça, c'est vraiment énorme. On a un président français qui, le 8 octobre 2023, co-signe une lettre comme signataire principal, même si la lettre est en tête de la Maison Blanche, c'est son nom qui est premier dans la liste des signataires, pour dire qu'Israël a le droit de se défendre comme elle l'entend. Et on voit où ça nous a amené. Moi, ce qui m'interpelle, c'est d'avoir un président qui fait une danse du ventre avec Netanyahou, genre je t'aime, moi non plus, et qui est un piège à beaucoup de gens dans le monde, parce que comme il avait l'air d'être accusé par Netanyahou d'être le plus dur contre l'État d'Israël, qui évidemment était une mascarade, tous les gens qui suivent le dossier savent, mais pour plein de blogueurs aux États-Unis qui fonctionnent de façon pavlovienne, Netanyahou dit « Oh, le méchant Macron !» Mais en rigolant, en se disant « Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont assez stupides pour croire que Macron est méchant avec moi. » Bah si, t'as plein de gros comptes aux États-Unis qui ont dit oh, « Regardez, Macron, c'est génial,
il est pour les Gazaouis, il est pour les Palestiniens, et puis le lendemain, ben, il découvre qu'en fait, c'était n'importe quoi. Mais ils osent pas revenir en arrière. Ils osent pas dire, merde, je suis tombé dans le piège. Et tout ça, en fait, c'est une danse qui est extrêmement bien menée et qui amène les gens à réagir à l'inverse de leur intérêt. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand je prends la photo officielle, je fais pas d'élucubration. Je prends la photo, je regarde ce qu'il y a sur la photo, je décris ce qu'il y a sur la photo, et je fais pas du tout d'interprétation. Je dis juste, regardez, vous avez ça. C'est comme quand tu regardes des panneaux de signalisation, si tu vois marqué limité à 130, tu dis, t'es limité à 130. Bah, si tu vois sur une photo 2 iPhones, si tu vois sur une photo le livre d'André Gide, le rouge et le noir, bah, tu le dis. Moi, je le dis, et je vais au bout de ce que ça veut dire. Bon, bah, voilà, j'ai l'impression que ça, c'est des choses extrêmement importantes. Quand je vois la cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques, c'est extrêmement important. Et quand je tire la ficelle et que je vois les relations de Thomas Joly avec un milliardaire qui a été présenté avec la fille de Bernard Arnault, et que le groupe Bernard Arnault est très investi dans la promotion des LGBT. Ça, c'est très intéressant. Et il n'y a pas besoin pour ça de savoir s'il y a quelque chose qui a été coupé ou pas dans un slip de bain ou dans un machin. Ça m'intéresse pas. Parce que, évidemment, c'est énorme. Et c'est intéressant en soi. Mais c'est intéressant par rapport à un mensonge d'État, par rapport à beaucoup de choses. Et ça montre une industrialisation que moi, je montre sous un autre angle. Exactement ce que tu as lu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, il y aurait, à voir la manière avec laquelle les choses se passent, des gens ultra puissants qui contrôlent ce qui a le droit de venir dans notre tête. Et alors, je vais juste aller plus loin. Il y a 1 an environ, on découvre qu'il y a des sociétés qui espionnent les gens, les hommes politiques importants, mais il y a aussi des sociétés, je sais pas si c'est des médias amateurs ou je sais pas quoi, qui les protègent. C'est-à-dire qui s'occupent, dès qu'on parle d'eux sur les réseaux sociaux, sur machin, de faire chuter les algorithmes des gens en personne, etc. D'ailleurs, c'était un accord secret qui existait entre les GAFAM et qui a été cassé par Elon Musk. Eh bien, on découvrait, très étonnamment, que la personne qui était la plus protégée, c'était pas Obama, c'était pas Clinton, c'était pas Biden, c'était pas Gates, c'était pas Soros, c'était Emmanuel Macron. Donc oui, moi je soulève ces choses-là. Je dis, pourquoi est-il la personne la plus protégée au monde, alors que tous les gens de la dissidence, tous sans exception, disent qu'il va bientôt tomber, qu'il est nul. Non mais, alors et moi je vois cette contradiction énorme. Justement, à ce propos, alors d'une part, Candace Owens a soulevé des aspects de la vie d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron qui seraient marqués. Elle a soulevé le projet MKUltra, elle a soulevé les sociétés secrètes, la pédophilie, les pratiques satanistes. Et vous faites le lien entre l'ascension d'Emmanuel Macron et celle de François Mitterrand. Exactement. Donc je vais lire parce que là on va venir justement à ce fil que vous déroulez. Kate, vous avez vraiment travaillé, c'est rare de voir des personnes qui travaillent autant. Écoutez, c'est mon métier, non? Ouais, mais justement. C'est le but. Non, mais comprenne aussi. Quelle est votre pensée, comment vous en êtes arrivé? À aider Média 4K2 parce que véritablement, c'est pas, vous faites pas ça en dilettante. Moi, j'apprécie vraiment. Je savais en venant ici que je venais chez des professionnels, mais vous me le prouvez. Merci. Merci. Alors, je vous cite. D'accord? C'est un article que vous avez publié le 18 janvier. Vous dites, en France, un autre chapitre de cette épopée sombre s'écrit avec Emmanuel Macron, dont l'ascension semble écrite par des mains invisibles. François Mitterrand, dès son ascension au pouvoir en 1981, a été initié à des secrets qui ont changé son destin. Il n'a pas seulement gouverné, il a travaillé à l'avènement de l'antéchrist en France, tissant un réseau architectural autour de la pyramide du Louvre, un centre névralgique de ses plans. J'avance un peu, le Louvre, avec sa pyramide, n'était pas seulement un hommage à l'art, mais un monument aux rites anciens et aux visions futures. Ce travail de préparation a conduit à l'émergence
l'émergence d'Emmanuel Macron, dont l'ascension en 2017 a été orchestrée pour être le point culminant de ce plan. Jacques Attali et Bernard Arnault ont joué leur rôle dans cette symphonie obscure. Attali, avec ses prévisions et influences, a tissé des complexes avec Macron, tandis qu'Arnault, avec sa fortune, a soutenu ce projet, voyant une opportunité de renforcer son propre empire. Ça, c'est un court extrait oui. d'un long article. Ce que dit en fait ce passage, ce que j'essaie d'expliquer en fait, c'est que il n'y a pas besoin de faire un film de cinéma où on interroge quelqu'un qui explique qu'elle a assisté à des cérémonies où des enfants ont été mangés ou ont été violés sous la pyramide du Louvre. Je suis désolé, moi je rentre pas là-dedans. Je rentre pas dans ces racontards, dans ces élucubrations, parce que les gens qui font ça, peut-être que c'est la vérité, je rentre pas dedans. Mais les gens qui font ça, en fait, appellent à des sentiments bas, à des instincts. On est véritablement dans le truc people. Voilà, ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien essayer d'élever les gens dans la manière avec laquelle je travaille et d'être sur des choses un peu comme fait Poussard à sa manière, extrêmement concrètes. Et donc, quand on regarde l'arrivée de Mitterrand, c'est quelqu'un qui a une vie d'homme politique parfaitement banale. Il est cultivé, il est machin, il a rien d'incroyable. Il est impliqué dans des faux attentats, dans des faux machins, enfin... Mitterrand, quoi. Et Mitterrand devient président, beaucoup de grands monuments, une influence extraordinaire, beaucoup avec Jack Lang, qui est toujours présent dans la scène politique. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, pour aller tout de suite à la fin. Mitterrand, ses obsèques. Il faut regarder qui vient aux obsèques de Mitterrand. Même la reine d'Angleterre n'a pas eu autant de monde à ses obsèques que François Mitterrand. La terre entière, les présidents, Mitterrand était devenu véritablement le personnage le plus important d'une secte mondialisée, qui est régulièrement présenté par Pierre Hillard. On n'a pas les mêmes sentiments. Lui, il pense qu'ils sont tous partie prenante. Moi, je pense que c'est pas vrai, qu'il y a des exceptions. Poutine, Xi, Trump, etc. Lui, il pense qu'ils sont tous. Mais cette image de la messe d'enterrement de François Mitterrand, avec un texte écrit par François Mitterrand pour ses obsèques, mélangé avec l'Apocalypse de Saint Jean, est fascinante quand on rentre dans l'eschatologie et qu'on comprend le rôle qui semble être celui dévolu à Emmanuel Macron, tous les mystères de son attention, et qu'on réalise qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas véritablement quelqu'un qui s'intéresse à la religion, à l'âme, etc., mais pourquoi Emmanuel Macron, est-ce qu'il va devant la tombe de François Mitterrand, qu'il n'a jamais croisé, il s'est jamais positionné comme socialiste, pourquoi est-ce qu'il va faire un hommage sur la tombe de François Mitterrand? On trouve des photos de Macron, la roche de Solutré d'Emmanuel Macron, c'est la tombe de François Mitterrand. Qu'est-ce que François Mitterrand a appris comme secret, à quoi il a été initié en devenant président à cette date-là, qui fait que tout son parcours va être sur le wokisme, sur une immigration débridée, et finalement l'accroissement du racisme avec le jeu entre guillemets avec l'extrême droite qui est devenu un instrument de conquête du pouvoir que pratiquement tous les partis ont utilisé les uns après les autres. Ils se sont repassés le truc et ça continue. Et ça continue. Qu'est-ce qu'il a appris qui fait que notre petit pays, entre guillemets, fait que les présidents du monde entier sont venus à ses obsèques? Si quelqu'un a la réponse, si quelqu'un sait m'expliquer pourquoi ce président d'un pays en déchéance, alors que c'était pas le cas, par exemple, de ses prédécesseurs, c'était pas le cas de De Gaulle, c'était pas le cas
des présidents précédents qui ont fait le programme nucléaire, qui ont fait tout ça, etc. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il a fait Mitterrand? Il arrive, le TGV il est fait, le nucléaire il est fait, le machin il est fait. Rien. Sérieusement, rien. Une vague rose, un machin, un truc. Non. Il a préparé, plus qu'aucun autre, quelque chose d'eschatologique. Et c'était tout son travail. C'était tous ses écrits. C'était tout ce petite chose qu'il a distillé, évidemment, avec la complicité de beaucoup de personnes qui étaient mises au sommet de beaucoup d'États du monde. Et vraiment, je te remercie de me poser cette question, parce que c'est des choses que peuvent lire sur mon blog les personnes qui s'intéressent à la lecture. Mais comme je suis rarement interrogé par des médias qui font ton travail, malheureusement, c'est des choses qui restent connues de très peu de personnes et que je peux même pas développer comme ça dans mes écrits, parce que il faudrait un livre entier pour dire des choses qu'on peut dire oralement. Donc vraiment, merci, parce que c'est super important. Et justement, dans cette continuité alors de votre pensée, est-ce que Emmanuel Macron a été mis à la tête du pays pour nous conduire au chaos? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Et écoute, d'une part, si on refait le film, alors déjà moi je connaissais François Fillon, Pénélope Fillon, nos enfants allaient dans la même école et tout, ouais, c'est comme ça. Hein. J'étais dans ce monde, donc les gens qui cherchent des photos de moi à côté de gens importants, mais je suis Paris Match. Je suis Paris Match, vous allez me trouver à côté de tout le monde. Président des États-Unis, de France, de Russie, candidat, machin, de tout le monde. Donc allez-y, vous allez me trouver avec tous ces gens-là. Que c'est ma vie, voilà. Il y en a qui pourraient dire Forrest Gump, machin, c'est comme ça. J'ai rencontré ces gens-là. Mais creusez, amusez-vous, si vous avez que ça à faire, vous allez découvrir, voilà, une vie qui me permet d'avoir cette vision. Parce que moi, je parle de choses que je connais. J'ai travaillé dans des grandes entreprises. Donc je sais que les salariés de grandes entreprises ou de grands cabinets de conseil, c'est pas des gens méchants. C'est des gens qui utilisent au mieux leur intelligence pour répondre à des questions qui leur sont posées sans avoir souvent conscience de ce qu'ils font. De même que les policiers qui vérifiaient les papiers des personnes par rapport au vaccin ou au machin, c'est parce qu'en fait, tous les jours, des heures et des heures par jour, on leur expliquait que peut-être en laissant passer dans les mailles de filet quelqu'un, ça allait provoquer une pandémie qui allait tuer tout le monde. Et ils y croyaient. Ils étaient pas méchants. Ils étaient juste, on leur répétait 1000 fois par jour qu'ils sauvaient la planète en s'assurant que personne ne passait entre les mailles du filet. Vous devez comprendre ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, quand on est devant son ordinateur toute la journée ou quand on n'a pas vécu dans un monde où on formate les gens à penser d'une certaine manière, à agir d'une certaine manière. Tu sais, c'est comme le terrorisme, le machin, etc. On peut pas comprendre que ça fonctionne comme ça. Donc on se met à détester les policiers parce qu'ils font quelque chose qu'on a l'impression que de là où on est, on ne pourrait pas faire. Sauf qu'on leur rabâche ça tout le temps. C'est pour ça qu'il y a eu très peu de suspendus, etc. Parce que c'est très difficile de sortir de la matrice. D'autant que toute la formation de ces gens-là, c'est pas eux qui ont découvert les molécules, c'est pas eux qui ont découvert, etc., etc. Donc on leur a toujours dit, ça c'est bon, ça c'est mauvais, ça c'est empoisonné. Ils ont pas fait le test. Et combien de médecins ont fait manger des champignons empoisonnés à quelqu'un pour vérifier que c'était empoisonné? Peut-être que c'était faux, mais on leur a appris que c'était empoisonné. Donc ils le répètent. C'est comme ça qu'ils ont été formés. Ils n'ont pas essayé. Il faut comprendre. Ils ont compris pourquoi éventuellement, mais surtout on leur a dit. Et le monde est fait comme ça. Le monde est fait pour que les gens fonctionnent comme des machines. Et le monde est fait de plus en plus. C'est pour ça que on nous dit, on nous éloigne entre guillemets avec plein de choses dans le ciel, dans la bouffe, etc. On nous éloigne de nos sensations, on nous éloigne de l'amour avec la pornographie, on nous éloigne des familles avec les règles du Covid ou avec plein d'autres choses, ou avec les étiquettes, complotisme, machin, ceci, cela. Le monde, il est fait pour aller vers le transhumanisme. Le monde, il est fait pour se débarrasser d'une très très grande part de l'humanité. Et la France est au cœur de ça. On est au cœur, avec notre Révolution française et bien avant, de toutes ces théories.
Je voudrais juste donner un exemple hyper important. La Constitution française, elle commence par un premier article qui est de dire « les gens naissent libres et égaux en droit ». Bref, la Constitution française commence par un mensonge. Les gens ne naissent pas libres et égaux en droit. C'est absolument faux. Et tout le monde peut s'en rendre compte tous les jours. Et il n'y a aucun moyen de changer ça. Alors que la Constitution américaine, qui est souvent décriée, elle commence par un autre article. Le premier article, c'est qu'on a le droit de penser librement et d'exprimer ses pensées librement. Et ça, c'est vrai. Tout le monde devrait pouvoir penser et s'exprimer librement. C'est-à-dire n'importe qui. Et donc, ça commence bien, la Constitution américaine. On a le droit. Et ça va plus loin, parce qu'ils avaient vraiment fait cette Constitution pour le peuple. À la différence de notre Constitution, qui était faite pour autre chose. Deuxième, les gens auront le droit de porter des armes. Alors on dit, c'est pourquoi? C'est pas bien et tout. Si, pour pouvoir renverser un tyran qui pourrait avoir envie d'empêcher les gens de parler librement. En France, qu'est-ce qu'on fait? On censure, on confisque les armes, on commence à interdire aux gens de penser, puisqu'en fait, quand tu parles des discours de haine, quand tu parles de diffamation, d'harcèlement, t'imagines? Tout à l'heure, tu m'as posé la question sur pourquoi j'étais là. Quelques tweets, pas du tout harcelants, pas du tout à destination, à l'intérieur. Donc t'imagines si moi, 35 heures de garde à vue, avec des criminels, des assassins, des trafiquants de drogue, du grand banditisme, etc., pour 4 tweets. Hein, pour 4 tweets. Et j'ai eu quelques personnes qui ont glissé, comme pour Zoé ou moi, voilà. Mais je crois que les gens savent pas ce que c'est. Moi, j'entendais il y a pas longtemps Soral qui racontait ses gardes à vue. Bah, il décrivait que c'était pas très agréable. Moi, j'ai même pas décrit que c'était pas agréable. J'ai juste dit que c'était 35 heures et que franchement, je le souhaitais pas. Et on m'a dit, ouais, bah, regarde, il se plaint et tout. C'est rien, c'est super. Mais faites-le. J'ose même pas vous dire ce que vous allez vivre en le faisant, parce que vous allez être très très surpris. Et vous allez être surpris 1 mois ou 2 mois après en faisant des cauchemars, au stress parce que vous continuez à parler librement, parce que vous pensez que c'est votre dignité d'homme et père de pas courber les chines et de continuer à être droit, honnête, éthique, etc. Alors oui, on peut me reprocher parfois d'être un peu un sniper et de viser des personnes, mais il n'y a jamais de méchanceté. C'est toujours une volonté de dire la vérité. Mais le système aujourd'hui, il est tellement pervers que dire une vérité qui est extraordinairement grave pourra vous condamner. Alors que le menteur, le tricheur, pourra se pavaner derrière ses mensonges en disant « je l'ai eu », parce qu'en fait, il a fait preuve de haine à mon égard. C'est comme le cambrioleur qui vient chez toi, qui se casse la jambe et qui porte plainte contre toi. C'est comme le type qui veut te tuer avec un couteau et tu réagis parce que tu as la chance d'avoir un pistolet électrique ou balle à blanc et le mec fait une crise cardiaque et tu passes des années en prison alors qu'il allait te tuer. Non mais c'est quoi ce monde? Non mais c'est quoi ce monde dans lequel on apprend aux gens à être des espèces de chamallows qui osent plus rien faire de peur de se faire taper sur les doigts. Ils voient quelqu'un qui se fait violer, mais ils disent « Ah non, mais je suis tellement fort, je vais lui casser la gueule, moi. Et c'est moi qui vais finir en prison. » Mais c'est comme ça que les gens réagissent. T'as des personnes qui voient quelqu'un se faire tabasser et qui réagissent et qui se retrouvent condamnés en prison et qui disent « Oh, merci de m'avoir libéré après 1 ou 2 ans de prison. C'est vrai que je lui ai fait mal, j'aurais pas dû, je suis boxeur, etc. » On connaît tous hein, les... C'est quoi cette société? Alors les gens disent, mais aux États-Unis, Trump, il est en train de changer les règles, c'est horrible, etc. Non, non. Il fait comme les Russes, il fait comme les Chinois, il fait comme des pays. Il remet l'église au centre du village.
il remet l'église au centre du village. Vous volez. J'espère qu'on aura le temps d'en parler, mais je voudrais vous faire réagir quand même. Vous avez parlé de transhumanisme. Et là, en ce moment, Emmanuel Macron vient de lancer l'ouverture du sommet spécial là, sur l'intelligence artificielle. Vous avez certainement dû voir son tweet complètement hors sol d'hier. En reprenant, il a fait une compilation de toutes les... En fait, c'est son image qui est complètement... Il est dans une opération de séduction. Alors, une opération de séduction, mais alors moi, j'ai quand même regardé, je regarde pas ses allocutions, mais hier, on m'a dit, il y a une journaliste indienne qui va être là pour l'interviewer, et j'ai tenu à regarder. Et sincèrement, je l'ai trouvée très bien. D'abord, cette journaliste, on voyait qu'elle était étrangère, contrairement aux journalistes français. Et quand la séquence a commencé, on a bien vu son visage et elle a dit quelque chose qui, moi, m'a interpellée. Et effectivement, c'est la réaction normale de toute personne. Mais c'est pas marrant. Ouais. C'est pas marrant. Je comprends pas, c'est pas marrant. Et j'ai senti qu'on lui avait demandé de pas parler. J'ai senti qu'elle a été quand même, qu'il y a eu une demande à l'oreillette d'arrêter. Elle a pas pu aller au bout de sa pensée. Alors on est quand même, là, c'était quand même visible en direct qu'on est dans une espèce de dysfonctionnement total. On a vu journalistes français, journalistes de télévision d'État et journalistes étrangères. On a vu les deux modes de fonctionnement. Mais c'est ça, mais en réalité, la journaliste, en fait, quelque part, elle est complice de mettre en lumière, parce que toi, tu le vois en France, ça va être vu par 3, 4 millions, 5 millions, 6 millions de personnes avec les extraits, les machins, 10 millions de personnes. Mais ça va être vu par 200 millions, 100 millions de personnes en Inde. Parce que la France, qui fait un sommet avec l'Inde sur l'intelligence artificielle, la France, ce pays qui fait encore rêver beaucoup de gens, malgré les rats, malgré le chômage, malgré... voilà. Et donc... il y a la Chine, mais la France s'intéresse à l'Inde. Donc pour les Indiens, c'est flatteur. Et Macron sait qu'il vise pas n'importe quel pays. Parce qu'en fait, on revient à cette bataille eschatologique. Et c'est super important. Les gens disent, mais non, il faut que l'antéchrist soit très aimé. Mais Macron, j'expliquais, quand il se fait ses fausses disputes avec Netanyahou, il y a plein d'Américains qui se mettent à l'adorer. Les Américains, un peu patriotes, qui supportent pas ce qui se passe à Gaza. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on imagine. Quand il va avec Bolsonaro, pas Bolsonaro, Lula, et qui fait son truc, les Brésiliens se disent, waouh, il nous aime, il aime notre forêt, il aime notre machin, il aime, c'est... Et quand il fait avec Modi, qui est sans doute le plus proche de Macron, Modi qui vient régulièrement, qui a la plus haute distinction dans l'ordre de la Légion d'honneur, Macron qui va souvent en Inde, parce qu'en fait il fait une campagne de pub mondiale pour être aimé. C'est ce qu'on appelle le pacte avec le diable, c'est-à-dire qu'il est présenté à ces gens-là pour créer un amour pour lui, et les gens ne savent pas qui ils se mettent à aimer. Et c'est pour ça que moi, je me bats pour essayer d'expliquer que c'est ce que tu as lu dans les lettres, ce que tu as vu dans les vidéos, etc., que être complice de ça, c'est laisser d'autres personnes tomber dans le panneau. Quand tu vois Ponzi qui fait son arnaque, tu sais, l'arnaque financière de Ponzi, où il prend quelqu'un et il lui dit « je vais vous faire gagner 10%, et avec l'argent de la première personne, il le met de côté, puis les autres personnes arrivent pour gagner 10%, et avec l'argent des autres personnes, il fait réellement gagner 10% au premier. Et avec les autres personnes, il fait réellement gagner. Et donc, tous deviennent les ambassadeurs en disant, c'est incroyable, il réussit à me faire gagner 10% tous les mois, c'est impossible. Mais si le système grandit pas, ça s'effondre. C'est pour ça qu'on appelle le système pyramidal de Ponzi. Mais il fonctionne pareil. Mais si, dès le début, il n'y en a pas qui disent, attention, vous êtes en train de rentrer dans une arnaque, eh ben, on est complice de cette arnaque. Si tu dis, cette personne est dangereuse, arrêtez de croire qu'il est inoffensif et que c'est un pantin. On est complice. Tu vois, il y a des gens, parfois des parents ou des voisins qui sont
qui disent non mais c'est vrai qu'il a fait plein de trucs bizarres, il s'amusait à tuer les chiens, les chats, il les faisait souffrir, il avait un regard. Et puis un jour il y a des enfants dans le village qui commencent à se disparaître. Mais quand on interroge, mais il n'y a pas quelqu'un qui est bizarre, personne n'ose dire en se disant mais moi je l'ai pas vu faire du mal, et puis je veux pas faire un rapprochement, puis je veux pas parce que ceci, cela, etc. Bah, le problème, c'est que c'est comme ça qu'on laisse des tueurs en série se passer, on laisse des crimes. Personne n'a envie de dénoncer inutilement quelqu'un. La preuve, c'est quand moi je dis quelque chose qui est factuellement vrai, je vois que tu es un peu gêné, tu te dis merde, c'est pas sympa. Mais pourtant c'est vrai. C'est pas méchant. C'est juste de dire c'est sur la base de tels mensonges que on va laisser perdurer d'autres mensonges et qu'on va enlever peut-être de l'argent qui vous aurait été donné à vous, qui essayez de travailler sérieusement en conscience, pour aller à d'autres personnes qui ne font pas ça, mais qui réussissent. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, et vous disiez avec ton collègue, ah mais, et en plaisantant évidemment, mais oui, on devrait faire la même chose, on devrait mentir aussi parce que ça marche. Mais vous pouvez pas. Ça c'est sûr, on pourra pas, je confirme. Mais eux peuvent. Mais si quelqu'un, de temps en temps, a le courage de dire « ouvrez les yeux, regardez les choses froidement », bah voilà, mais je demande pas d'être protégé, défendu, acclamé pour le faire. Hein. Moi, je le fais parce que j'ai l'impression que c'est normal. Hein. Point, barre. Tu vois, et je veux aucun remerciement. Voilà. N'empêche que la recherche de la vérité, elle a toujours un prix aussi, comme cette liberté d'expression aussi, de pouvoir dire, bah ça a aussi un prix. On peut pas forcément. Mais mes parents, ils m'ont appris depuis que je suis tout petit, ma mère, mon père, à être courageux et à dire ce que je pensais. Quand on allait à l'église à 3 ans, alors c'est une légende urbaine hein, peut-être dans ma famille, mais on était à l'église et je parlais parce que j'adorais parler tout le temps. Là, tu vois, j'aime toujours autant parler. Et mon père me dit non, ici tu parles pas, personne ne parle. Et là j'entends le curé qui parle. Et il paraît que j'ai hurlé, mais pourquoi le monsieur là, il a le droit de parler si moi je sais pas. Tu vois. Et quand j'étais en 5e et que le prof dit voilà, on a marché sur la lune, l'homme a marché sur la lune, moi j'ai dit non, c'est pas vrai, parce que j'avais d'autres éléments qui me faisaient dire que c'était pas vrai. Mais ça me dérangeait pas. On m'apprenait pas à dire attention, ne dis pas ça, tu vas choquer les gens, ça va les surprendre, ça va les perturber. Et pourtant, je suis pas dans une famille complotiste, hein. Je suis juste dans une famille où on s'intéresse à la vérité. On est tous très très différents, mais vraiment très très différents. Mais voilà, et je suis pas un saint, pas du tout. J'ai une vie comme n'importe quelle personne normale. Mais dans cette vie, j'ai appris qu'aujourd'hui, on est dans un moment très très particulier, et on n'a plus le choix. Soit on est à 100% droit dans sa foi, honnête, et ok, j'ai pu faire des choses dont je suis pas fier, non. Mais aujourd'hui, il y a que ça qui m'intéresse, uniquement ça, et j'en subirai toutes les conséquences parce que ça crée beaucoup de... Voilà, c'est tout. Aujourd'hui, on peut plus faire semblant. On n'est plus à une époque où on peut mettre un poids là, un poids là, un poids là, en se disant je couvre mes arrières, parce que le futur n'existera pas si on se bat pas. Le futur n'existera pas. Moi, je comprends pas. T'as des gens qui sont médecins, qui sont machins, et qui disent sur les plateaux tout le temps les vaccins, les machins, c'est grave. Ok, on sait ça depuis le Covid, mais ils font jamais le lien avec rien. Donc ils sont dans leur petite chapelle de scientifiques qui vont des statistiques, mais c'est fini les amis, c'est fini. Là, le truc il est devenu énorme. Il est devenu énorme. Énorme. Faites le lien entre tout. Ne restez pas dans votre petit truc. Faites le lien. Mais pourquoi ça fonctionne comme ça? Et c'est très très important ça. Parce que dans tous les médias, en France, les médias dissidents, etc., pas chez vous, la preuve, je suis invité, eh bien, ils n'invitent que des experts. Donc, ils ont un expert qui va parler de statistiques. Alors, les gens vont être contents, qui regardent. Ah, j'ai compris un peu sur les statistiques et tout.
Ensuite, il y aura, sur un sujet complètement différent, quelqu'un qui va parler de l'électricité verte et du machin. Puis, un autre qui va parler d'un autre sujet. Mais on leur dit surtout, attention, hein, moi je veux des experts sur ces sujets-là, je veux pas de toutologues, je veux pas de gens... Mais si t'aides pas les gens qui t'écoutent à faire le lien entre tout ça, parce que tu veux que des experts qui sont très pointus sur ton dossier, parce que t'es un bébé, tel journaliste qui t'a appris que c'était comme ça qu'il fallait travailler, segmenter les choses. Et ben quand t'es face à quelqu'un, prenons le cas de particulièrement éduqué, qui connaît beaucoup de sujets et qui lui fait le lien entre les choses, mais il va te briser dans un débat parce que tu ne peux pas faire le lien entre les choses. Et si en plus on t'explique que t'as pas le droit d'être un bon musulman ou un bon juif ou un bon catholique, que t'as pas le droit d'avoir de la foi ou de machin, que t'es déconnecté de ta foi parce que t'es dans un pays laïque, mais c'est pire parce que tout ça est lié. Et en plus, quand tu t'amuses à faire l'histoire des religions, tu te rends compte que c'est vachement compliqué. Entre les catholiques, les orthodoxes, les protestants, entre les chiites, les sunnites, entre les ashkénazes et les séfarades, etc., etc. Et puis les livres religieux. Le Talmud, la Torah, la Bible, les évangiles, le Coran, les hadiths. Tout ça, c'est fondamentalement différent. Et les gens confondent tout. Parce que on leur apprenne pas. On leur dit, musulmans, 11 septembre, Al-Qaïda, terroriste. On leur dit de temps en temps, et ils retiennent, ISIS, Clinton, Obama, machin. Mais ISIS change de nom. Et il s'appelle Al-Nosra. Mais évidemment, les gens font pas le rapport. Donc quand on se met à leur parler Al-Nosra bien, c'était en Syrie. Ah non, mais Al-Nosra, c'est les bons terroristes. Oui, mais le chef d'Al-Nosra... Normalement, nous, notre public, c'est un public quand même qui est assez averti, qui est conscient, qui lit, qui est au courant de ces choses-là. Donc c'est vrai que pour le coup, on a vraiment de la chance parce que... Mais oui, mais parce que vous travaillez comme ça. C'est pour ça que quand tu me dis de venir... Moi, je viens. Parce qu'on travaille comme ça, et puis généralement, les invités qu'on reçoit, c'est pour ça qu'il faut vous donner de l'argent. Ah bah merci. Ah bah là, mais non, mais évidemment. Ça a été un entretien promotionnel là. Mais évidemment. Ouais. C'est pour ça que je critique les médias qui sont des grenouilles qui veulent devenir plus grosses que les bœufs et qui font exactement comme CNews et BFM. Vous avez déjà vu un plateau sur CNews? Et c'est pas le but, bien sûr. Les gens, ils n'ont le droit de parler que dans leur case. Ils n'ont pas le droit de faire le lien entre les choses. Surtout pas. Mais c'est intéressant. Mais tu n'apprends rien. Tu ne te libères de rien. Et donc, tous les jours, tu as besoin de reprendre ta dose de « je n'apprends rien, mais ça a l'air d'être intelligent et intéressant ». Moi, j'ai des gens qui me disent « Ah non, non, mais il faut pas critiquer. Moi, je regarde toutes les matinales, géopolitique profonde, Toxin, je les regarde en accéléré parce que sinon, j'aurais pas le temps de regarder. » Et là, je me dis « Bah voilà, c'est exactement ce que je craignais. » Exactement ce que je craignais. Pas de pédagogie, pas de capacité à regarder les choses en perspective. C'est-à-dire que tu dis aux gens des choses qui sont tellement compliquées que c'est encore plus compliqué après ces émissions-là de simplifier les choses dans ta tête. Moi, j'en rencontre parfois parce que j'ai croise dans la rue, dans des conférences, dans des machins. Puis j'essaie d'avoir des conversations avec les personnes. Et ils essaient de se raccrocher à des branches de choses qu'ils ont vues dans des émissions, mais ils font pas le lien. Tu sais, c'est comme quand tu fais du sport, où tu fais que des biceps. Bah, t'as des énormes biceps, mais t'as des toutes petites jambes, t'as pas d'abdominaux, t'as pas de machin. Tu vois, Léonard de Vinci nous explique, voilà, il faut avoir un corps sain, faut bien manger, il faut bien boire, il faut faire de l'exercice, il faut bien penser, il faut bien dormir, il faut... Bah, c'est pareil pour s'informer. Il faut surtout pas faire comme ce qui est proposé. Parce que ce qui est proposé, c'est le piège. Et c'est pour ça que c'est ultra financé. On en sait quelque chose, hein. Exactement. Nous qui ne sommes pas financés, on en sait quelque chose. Dès que tu veux faire le bien, c'est interdit. Il y a des gens qui montrent une vidéo en ce moment de Robert Kennedy qui boit du bleu de méthylène. Mais c'est interdit chez nous.
Et là-bas, on a le ministre de la Santé qui dit c'est bien, ou le futur ministre de la Santé, parce que c'est très difficile d'avoir la fin de tout ça. Mais c'est fascinant. On encourage. On a aussi Donald Trump qui vient de sortir de l'OMS aussi. Oui, exactement. Mais que voulait faire l'OMS? Il voulait prendre le contrôle de la santé de toute la Terre, des gens non élus, qui allaient faire exactement ce que von der Leyen a fait avec les vaccins. Mais en fait, quand elle veut pas montrer ses SMS, c'est parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand elle avait des SMS avec Bourla, elle demandait tout de suite à Macron ce qu'il en pensait. Donc si elle monte les SMS pour se vendre, elle est obligée d'embarquer avec elle quelqu'un d'autre. Mais les gens, ils vont jamais se poser la question jusque-là. Parce que comme ils sont persuadés que le pantin, c'est Macron, et que von der Leyen, c'est la personne importante, parce qu'en fait, tu as toujours tendance à minimiser les gens que tu détestes. Et pour vous, c'est le contraire. Pour moi, c'est le contraire. Emmanuel évidemment. Macron, il a un vrai pouvoir. Mais c'est évident. Évident. Elle, on voit bien, elle est juste bonne à Butcha ou les trucs comme ça. Elle est là uniquement parce qu'en fait, elle est parfaite dans ce rôle. Comme plein de présidents ou de chanceliers dans le monde, ils sont comme des potiches. Mais celui que tu vois partout, celui qui organise les grandes réunions internationales, celui qui porte le truc celui qui, quand il est président, il crée un logo Emmanuel Macron. Tu sais, Europe, où il prend le logo, il le transforme, etc. Celui qui a des visées urbi et orbi, comme un pape, c'est Macron. Reprenez la cérémonie d'ouverture de Notre-Dame après sa rénovation, qu'il a appelée réinvention, rebâtir. Tous les gens sont assis et ils arrivent, les Macron, comme pour un sacre. Ça choque personne. L'église, elle est censée pas être ouverte, puisque le cardinal est censé ouvrir l'église, et tout le monde est déjà là. Ça nous a choqués, mais visiblement pas la. Il y avait 2 milliards de personnes devant la télé qui ont vu le sacre. Alors, dans ce cas-là, moi j'ai une question. Si Emmanuel Macron est si puissant et que c'est lui qui détient le pouvoir et qui agit comme il l'entend, il n'était pas présent lors de l'investiture de Donald Trump. Par contre, il y a eu un autre homme, un homme qui a contribué à l'ascension d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous avez écrit tout à l'heure, je l'ai lu. C'est Bernard Arnault. Oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ça? Et surtout qu'en ce moment, Bernard Arnault est très critique sur la politique du budget là du gouvernement Bayrou. Il est critique sur cette taxation à venir sur les grandes entreprises. Il encense Donald Trump qui, lui, va abaisser justement, va faire une baisse d'impôts massive. Alors, c'est juste pour essayer de voir le lien entre les deux. Oui. Il était à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Et les caméras, on a tous vu, il y avait un côté gauche avec la famille de Donald Trump, les proches de Donald Trump, Elon Musk, etc. Et il y avait un côté droit avec les anciens présidents, les gens que Donald Trump déteste le plus au monde. Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama, t'es sans sa femme, Bush, sa femme. Enfin, franchement, qui a envie d'être placé par Donald Trump derrière ces personnes-là? Qui pense que c'est un honneur d'être mis en photo dans la perspective de personnes que Donald Trump n'aime pas spécialement? Alors, pour donner le change, t'étais malin, il a mis Joe Rogan au milieu. Mais c'est normal, Joe Rogan, c'est un catcheur. Donc il a mis le catcheur au milieu, mais c'est pas du tout le hasard. C'est des gens qui comprennent très très bien la symbolique des images. Et Bernard Arnault a accepté. Moi franchement, j'aurais pas accepté d'être dans cette perspective si j'avais donné des millions dans une campagne. Mais en plus, il est venu avec toute sa famille. Donc il est venu avec sa femme, avec ses enfants. Enfin, ça avait un côté vraiment, un peu exagéré, tu vois. C'est comme si Elon Musk était venu avec sa maman, tu vois. Enfin. Bref. Mais ça s'arrête pas là. En fait, là, je vais dire quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut comprendre. C'est que dans le monde du luxe aujourd'hui, qui est le monde de Bernard Arnault, il y a énormément de problèmes qui sont en train d'arriver. Et quand je dis énormément de problèmes, c'est vraiment grand. D'abord,
il y a un intérêt plus faible, entre guillemets, aux États-Unis pour ces boissons qui sont hors de prix, puisqu'ils découvrent que en fait c'est pas forcément très bon, c'est très cher, etc. Donc il était sauvegardé ça. Mais il y a d'autres choses qui sont en train d'arriver, d'autres pays qui n'ont pas été contrôlés par ces groupes-là. Aujourd'hui, pour prendre l'exemple du cognac, quand tu as 7 ans de stock dans les chais de cognac, 7 ans de stock, c'est une crise. Aujourd'hui, tu as 12 ans de stock dans les chais de cognac. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu tellement de production, beaucoup moins de ventes en Chine, où la vente du cognac n'a pas repris après le Covid, et il y a même aujourd'hui des procès pour dumping de prix, mais à la hausse, c'est-à-dire vendre beaucoup plus cher à ton meilleur client que le prix réel, tu vois, créer une fausse rareté, créer un machin, etc. Donc il y a des vrais sujets. Sachant que plus de 50% du cognac vendu dans le monde est sous l'étiquette, tu as une position dominante du groupe Moët Hennessy. Mais c'est pas tout. Une bouteille de cognac Hennessy, qui n'est pas vraiment le meilleur cognac du monde, c'est le cognac de base. Ça vaut 60 €, 400 francs. Qu'est-ce qui fait que ça vaut 20 fois plus alors que les stocks sont si énormes? Et on a l'impression qu'il fait du pied aux États-Unis, voilà. Est-ce que c'est une réalité ou c'est juste une supposition mais non, et donc quelle serait c'est vital. Imagine. Pourquoi c'est vital alors? Voilà, moi c'est ça ma question. Pourquoi imagine que tu es quelqu'un qui a 2 fois plus de stock que un stock de crise. Mais si les Américains augmentent les taxes, ça veut dire que la production continue à être plus ou moins la même, même si les quotas baissent, parce que tu as des quotas à l'hectare. Tu n'as pas le droit de faire plus de... et qui baissent. C'est-à-dire que d'année en année, les quotas autorisés, un peu comme pour la pêche. Et donc, lui, il faut absolument pas que Trump touche au cognac, touche à tout ça, puisqu'il a dit qu'il allait faire des augmentations de TVA. Mais à tel point que pour être un cognac, tu n'as pas besoin d'être embouteillé en Charente. Tu peux très bien être embouteillé aux États-Unis. Il suffit que les tonneaux partent là-bas, ils soient mis en bouteille, ce sera toujours un cognac. Ce qui compte, c'est est-ce que ça a été fait dans des fûts. Donc, on est en train de voir que ce que Trump fait, c'est que ça pourrait créer des milliers d'emplois en main. L'embouteillage, les réseaux de distribution, les machins, etc., etc. Parce que Trump fait du Trump. Il veut récupérer l'industrie automobile allemande, il veut récupérer une partie de l'industrie du luxe en France, il veut. La délocalisation. Et donc, les patrons qui sont assis, encore une fois, sur une pyramide de Ponzi. Parce que, encore une fois, un point important qu'on entend rarement, mais le luxe, qui est l'industrie qui donne plein d'argent à tous les gens qui parlent du climat, c'est l'industrie la pire pour le climat. On explique aux gens qu'il faut pas porter plus d'une ou deux fois les vêtements à la mode, sinon t'es has-been. Mais à l'époque de nos grands-parents, une tenue du dimanche, elle faisait toute une vie, ou elle faisait des années. Une paire de chaussures, elle était usée et elle était ressemelée. C'était ça le luxe. Le luxe, c'était quand tu n'as pas les moyens d'avoir quelque chose qui n'est pas de la bonne qualité pour durer. Nous, en France, qui est censé être le pays où Macron réussit à mettre à toutes les sauces l'environnement durable, etc. On est le pays dont l'industrie de pointe et l'industrie du luxe qui explique aux gens qu'ils doivent sans arrêt acheter le nouveau sac avec Paris Match, Elle, etc., qui explique que non mais attends, ton IT bag là, c'est le IT bag de l'année dernière. Je l'ai payé 8 000 €. Bah ouais, mais c'est celui de l'année dernière. Il est has-been. Aujourd'hui, l'heure, elle est grave. Non mais l'heure, elle est grave. Et il faut que les gens se réveillent, parce que si on se réveille pas, dans quelques mois, il y aura plus d'enfants. Les femmes pourront plus avoir d'enfants. Les gens encore en vie seront idiots. Et l'intelligence artificielle et les robots nous remplaceront et l'humanité disparaîtra.
On va juste terminer, Bertrand. On va terminer sur un sujet, je sais, qui vous tient à cœur. Et nous, on fait partie de l'un des seuls médias à en parler. On n'est pas le seul, mais l'un des seuls médias. C'est sur le Proche-Orient et ce qui se passe à Gaza. Et je voudrais vous faire réagir sur cette sortie, sur ce pavé jeté dans la mare par Donald Trump, qui, lors de la visite de Benjamin Netanyahou à Washington, a déclaré qu'il fallait nettoyer la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je sais que ce que je dis, ce que j'exprime, il fait de moi quelqu'un qui est ni d'un côté ni de l'autre de l'analyse. C'est-à-dire, il y a des gens qui disent, vous voyez, j'en étais sûr, Trump est un salaud, et il y en a qui disent, waouh, Trump est génial, il a trouvé la solution pour résoudre le problème, il faut les virer. Déjà, je vais dire, les Gazaouis sous les bombes, ils sont pas partis, donc ils partiront pas sous les sourires. Déjà. Je vais dire une deuxième chose, c'est que c'est grâce à Trump et à son négociateur, et ça tout le monde unanimement pourra le dire, qu'il y a eu la paix qui a été signée, et que, et que les échanges d'otages se passent, et qu'on va rentrer dans la phase 2, alors que personne n'y croyait. Et ça se passe exactement comme le voulaient les Gazaouis et les négociateurs des Gazaouis, c'est-à-dire le Hamas. C'est-à-dire que les gens ont pu retourner par centaines de milliers au nord de Gaza, etc. Donc s'il y avait cette envie de vider Gaza manu militari ou autre, ils auraient dit non, vous restez là. Pour l'instant, c'est compliqué. Et puis ils auraient joué sur salubrité. Ils l'ont pas fait parce qu'ils ont autre chose en tête. Mais Trump, il a dit qu'il allait s'attaquer au marécage. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Là, il a commencé par le gros morceau, USN. Mais c'est que 40 ou 50 milliards. Donc, mais on voit qu'il y avait des ramifications dans tous les médias, dans toutes les rédactions, les politicos, Soros, Gates, tout ça. Tout le monde a mangé gratis et faisait semblant d'utiliser l'argent de leurs deniers personnels au travers de la fondation. Et on se rend compte qu'en fait, pas du tout. C'était l'argent du contribuable américain qui retournait dans les poches de Musk et dans les, pas de Musk, de Bill Gates et autres pour faire ça. À l'inverse, Musk, justement, parce que c'est ce que je voulais dire, il vient de payer pour le Super Bowl de sa poche 40 millions de spots publicitaires pour expliquer aux Américains qui ne regardent plus les informations, qui sont pas sur les réseaux sociaux, mais qui s'intéressent au Super Bowl, ce que ils étaient en train de découvrir. Des milliards d'argent qui sont volés, qui expliquent l'inflation, qui expliquent les impôts, qui expliquent tous les problèmes que vivent les Américains au quotidien. Et là, ils continuent à s'attaquer aux problèmes. Là, ils prennent l'éducation, le ministère de l'Éducation, qui a sauté. Il vire tout le monde, il va remettre d'autres personnes, il fait comme ce qu'il a fait. Et c'est viré, là, ça a été annoncé, tout le monde est viré. Ils vont garder peut-être quelques pourcents. Et après, ils passent au Pentagone. Et en même temps, dès que au FBI, CIA, machin, il y aura les nominations, et au ministère de la Santé, ils vont faire la même chose. Ils font le nettoyage. Mais qui, en réalité, dit qu'il est le plus important et le plus impactant sur la politique américaine? Qui se vante aux États-Unis de faire élire tout le monde et donc de contrôler la bourse, la stratégie américaine, etc. C'est EPAC et ADL. Et donc, quand tu attaques tous ces milliards, tout cet argent, tu attaques en réalité ce qu'est le marécage. Et donc, si, dans ce moment où la guerre est tellement forte, en plus, tu dis ben, je vais aussi prendre Israël. Parce qu'en Israël, il y a plein de places. En Israël, il y a des milliers d'appartements vides. Il y a des villes qui ne sont que des investissements qui appartiennent à des gens qui sont à l'étranger, qui n'y viennent jamais. Le taux d'inoccupation d'appartements en Israël, c'est de 27%. Il y a 27% des logements, ce qui n'empêche pas les prix de monter, parce que c'est de la spéculation, mais ils sont inoccupés. Et Trump le sait. Il dit, ben voilà, on va affecter des familles, là, on va faire comme ça s'est toujours passé, et on va s'assurer que ça se passe bien. On va avoir les gens qui vont, les Palestiniens qui vont, et peut-être on va mettre un État. Ah, vous n'êtes pas d'accord?
mais venez, nous on est ravis de vous voir vous installer aux États-Unis. Vous êtes intelligents, vous êtes bien formés aux Israéliens. Il faut qu'Israël reste Israël, il faut que Gaza reste Gaza, mais on peut pas avoir un pays qui bombarde l'autre. Et donc en fait, il va mettre tout le monde devant ses responsabilités. Il va dire quoi? Quoi? Vous voulez vraiment faire un génocide et du nettoyage ethnique? Vous êtes comme ça? Non. Il veut mettre les gens devant leurs responsabilités. Il est en train de mettre les gens devant une situation qui est comme Pearl Harbor. C'est le choc pour les Américains d'imaginer que les personnes pour lesquelles ils votaient, les personnes en lesquelles ils croyaient, c'est les pires escrocs de l'histoire des États-Unis. T'imagines la violence du choc. Les gens dont ils avaient les posters, Obama, Fauci, les gens ils chantaient des hymnes à Fauci. Et ils découvrent qu'en fait, c'est l'inverse. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Et donc, il peut pas aller jusqu'au bout. Mais peut-être que j'ai tort. Puisqu'il y a des gens qui pensent que, en fait, tout le monde est dans le même camp, dans le même machin. Moi, je crois pas ça. Moi, je suis quelqu'un de logique. S'il pensait faire ça, il n'agirait pas de cette manière. S'il voulait laisser perdurer les choses, voire même faire cette situation, mais qu'est-ce qu'il a fait? En réalité, qu'est-ce qu'il a obtenu Trump en faisant ce qu'il a fait? Il y a un bloc très fort des pays arabes qui s'opposent complètement à ça. C'est-à-dire qu'il a réussi à unir toute cette région. Il a promis à Vladimir Poutine que les États-Unis n'attaqueraient jamais l'Iran. Pourquoi il a promis ça? Parce que Vladimir Poutine, quand ils se sont parlé ce dimanche au téléphone, il lui a dit « Sache que le 17 janvier dernier, nous avons signé un accord avec l'Iran qui inclut quelque chose comme l'article 5 du traité de l'OTAN. C'est-à-dire que si vous ou Israël bombardez l'Iran, vous bombardez la Russie. Et donc on vous efface. On vous a prévenu avec l'Ukraine, vous avez arrêté d'envoyer les missiles longue portée américains, vous avez entendu notre message. Sachez qu'on a ce deal avec l'Iran, écoutez notre message. Et c'est ça qui est en train de se passer. Évidemment, Trump n'avait pas besoin d'entendre ça. Il n'a pas du tout envie de... Il essaie pas de faire la paix pour faire la guerre. Il veut vraiment faire la paix. Alors je sais que depuis des années, on nous explique que le mec, il est vulgaire, il est pas gentil, il est con. De la même manière qu'on nous explique que Macron est con, que machin, etc. Mais c'est l'inverse. L'un est très intelligent dans le camp du bien, et l'autre est dans le camp du mal. Point barre. Si vous avez envie, allez lire mes lettres, allez dans mon blog, mais surtout donnez l'argent à Média 442, ils en ont besoin, ils me réinviteront peut-être et vous aurez l'occasion de m'entendre sous cette forme. Si on a toujours le studio, je vous réinviterai avec plaisir. Merci Bertrand Schoeller, merci d'avoir été notre invité. Je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Merci.